Docteur Alphonse Rugambarara, c'est ce lundi qu'on a célébré le 5 février la date qui marque la signature sur la charte de l'unité nationale. D'abord, quelle a été la plus-value de la charte de l'unité au Burundi? Merci. La plus-value de la charte de l'unité nationale, on peut la voir sous deux dimensions. La première dimension, c'est que on venait d'un pouvoir, le pouvoir de la Deuxième République, qui avait dans son programme dit qu'il n'y avait pas de problème ethnique au Burundi et que on devait s'atteler au développement. C'est vrai, la politique de développement de cette époque-là est à féliciter, mais ça a quand même amené des crises après le départ du président Bagaza, pratiquement la première année, la crise de 1988 et 1991 par les événements qu'on dit de Nega et Marangara, où on pense que le Palipeutu était derrière, et l'attaque venant de Cibitoke sur Bujumbura en 1991. Quand on regarde les principales raisons du changement de politique au niveau du pouvoir du président Buyoya, la plus-value est celle-là, c'est que on a parlé ouvertement de ce problème. Le président Buyoya a eu, je dirais, le courage de mettre sur le tapis cette question, même si quelque part c'était son pouvoir qui a organisé, sans véritable opposition. Mais l'évolution a montré qu'il a tenu compte, par exemple, de la lettre des 27 signataires, appelés les intellectuels Hutus, après les événements de Nega Marangara. Même s'ils ont été emprisonnés, leur appel a été entendu, dans la mesure où cette question a été débattue. Il y a eu donc la mise sur pied d'une commission chargée de la question de l'unité nationale. Et déjà le fait qu'on parle de l'unité nationale, pas seulement dans les discours, mais dans les faits, que 24 personnalités se mettent ensemble pour débattre de cette question, c'est une plus-value importante. La deuxième plus-value, c'est, je dirais, le fait que l'UPRONA, qui était un parti unique, s'est ouvert aux autres composantes de la société burundaise, et au cours du congrès élargi du parti UPRONA, il y a eu des personnalités Hutus venant du Palipeutu, qui n'étaient pas ni agréées ni reconnues, dans le congrès élargi du parti UPRONA en 1991. Et une glace a été brisée, mais on peut malheureusement déplorer que ce processus a été quelque part freiné. Mais ça a permis de mettre en avant des principes. Le contenu de la charte de l'unité nationale, c'est essentiellement des principes pour refuser l'exclusion sur base ethnique, pour refuser la stigmatisation. Ces principes sont là, ils sont toujours là, mais la question qu'on peut se poser, pourquoi ils ne sont pas appliqués, pourquoi la charte de l'unité, même si on la célèbre
le 5 février de chaque année, pourquoi ces principes ne sont pas réellement appliqués et que la question de l'unité nationale reste comme un rêve. On peut se poser cette question. Et pour y répondre, reprenons le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire a montré, depuis la lutte pour l'indépendance, que cette question dite ethnique a été pratiquement mise en place par la colonisation. Parce qu'avant la colonisation, cette identité n'existait pas en tant qu'ethnie. Les Barundis se considéraient comme des citoyens Barundi, et l'identité première qui a toujours été mise en avant, c'était l'identité qu'on appelle en Kirundi Umuryango ou Ubwoko Nkomoko, que les historiens européens ont appelé clan, mais que je considère comme très réducteur. Très réducteur, pourquoi? Parce que les Européens ont mis en avant l'identité appelée ethnique, alors qu'elle n'est pas une identité ethnique, et ont mis au troisième plan cette identité qui était première avant leur arrivée. C'est cette inversion sur l'importance des identités dans le temps qui a amené ce que personnellement j'appelle l'aliénation identitaire. Parce que le Murundi n'est plus ce qu'il était avant. Le colon a créé une nouvelle identité appelée ethnie, alors qu'elle n'existait pas, et que même scientifiquement parlant, si on regarde la définition du mot ethnie, ça ne correspond pas du tout avec les identités que vous preniez au Muganois, au Muhutu, au Mututsi, au Mutwa. Ce ne sont pas des ethnies au sens que nous connaissons, ni grammaticalement, ni le vocabulaire, parce que pour constituer une ethnie, tel que c'est écrit dans les définitions, il faut avoir une même culture, une même langue, un même territoire. Est-ce que cette définition réellement correspond au Muganois, au Muhutu, au Mututsi ou au Mutwa? Est-ce que ces identités que le colon a définies comme ethnie n'ont-ils pas le même territoire? N'ont-ils pas la même culture? N'ont-elles pas la même religion, avant qu'on nous amène plusieurs religions? Donc, on peut même s'interroger si nos intellectuels ne sont pas paresseux, parce que ça saute aux yeux que cette définition ne nous correspond pas. Mais la colonisation l'a accentuée, et l'a accentuée en ce sens qu'elle a créé deux niveaux de complexe. Elle a créé dans l'énoncé des ethnies, des origines, et donc elle a créé une histoire. Elle a créé l'histoire des Batutsi, elle a créé l'histoire des Bahutu, en mettant ensemble les Baganois et les Batutsi. Elle a créé un semblant d'histoire des Batois, au détriment de l'histoire des Milyango, qui ont fait le pays. Et cette histoire, elle nous dit quoi? Elle nous dit que nous sommes des races différentes. Les Bahutu et les Batutsi sont des races différentes. Avant de parler ethnie, ils parlaient de race. Dans les écrits, les premiers écrits, on parlait de race. Parce que pour eux, les royaumes de cette région des Grands Lacs, qui étaient suffisamment développés sur le plan organisationnel, ne pouvaient pas avoir été construits par des Noirs. Il fallait donc que ceux
qu'ils prétendaient qu'ils avaient construit ces royaumes, on les détache du milieu dans lequel ils ont vécu pour dire que non, ce ne sont pas des Noirs, ce sont des Européens qui sont venus en Afrique et qui ont apporté la civilisation. Parce qu'eux-mêmes se disaient qu'ils apportaient une civilisation. Et donc, ces prétendus blancs noircisés par le soleil, c'était les Tutsis. Que les autres n'avaient pas de civilisation, les Bahutus, c'était Bantous, et ça vient de la théorie des races que l'on trouve dans la Bible. Et dans la Bible, ils disent Noé a eu trois enfants, 3 garçons. Le premier, Japheth, est le père de ceux qui sont de race blanche. Le deuxième, Sem, c'est le père de ceux qui sont en Asie, la race jaune et tout ça. Et Ham est le père des Noirs. Et donc il provient, parce qu'il est noir, parce que son père a maudit sa descendance. C'est vraiment abracadabra, on ne peut pas comprendre que des scientifiques, nous qui avons étudié, puissent accepter ce fait-là, mais malheureusement, nos intellectuels ont accepté parce que l'Européen leur a enseigné ça, que ce soit au niveau des écoles primaires ou des écoles secondaires qu'il a mis en place durant la colonisation. C'est cet enseignement-là qu'ils ont reçu. Et donc, l'enfant Murundi, entre 1920 et 1960, va grandir dans cette description-là. Et partant de cette description, il va dire, au niveau du pouvoir, il n'y a que ceux qui viennent de la race blanche, mais qui sont noircisés, qui peuvent diriger. C'est eux qui ont fait ces royaumes, etc. Depuis le royaume du Bouganda jusque... Ici, c'était la même image, que c'est eux qui peuvent gouverner. Mais ils se sont rendus compte qu'en fait, ceux qui les avaient commencé à déclarer comme Hutus étaient en fait les véritables détenteurs du pouvoir au Burundi. Parce qu'ils étaient, je veux parler par exemple des principaux Miryango qui avaient le pouvoir. C'était Abajiji, Abahanza, Abashubi, principalement, qui étaient les plus importants au niveau du pouvoir législatif, c'est-à-dire ceux qui avaient la garde de la Constitution, la garde des codes du gouvernement, les codes ésotériques que peu de gens connaissaient, sauf eux. Les Banyamabanga étaient eux qui détenaient vraiment le pouvoir, et ce sont eux que le colon a commencé à chasser du pouvoir. Et quand on vous chasse du pouvoir et des privilèges du pouvoir, vous n'avez plus autant de vaches, vous n'avez plus autant de gens qui viennent vous voir, vous redevenez pauvre. Au bout de 10, 15 ans dans cette situation-là, vous redevenez pauvre. Et en les chassant, et quand à l'époque, celui qui était pauvre au Burundi et qui demandait une terre ou qui demandait une vache, au Bugabire, au Bugeregwa, était déclaré au Muhutu de tel. Mais je vais revenir dans la description de ces mots-là. Mais ici, je suis en train de parler de comment
ceux qui ont été appelés Abahutu et qui étaient dans les principaux Miryango du pouvoir, comment ils ont été exclus progressivement du pouvoir. Les historiens n'ont pas mis l'accent sur cette première exclusion, qui est extrêmement importante. Abanyamabanga étaient vraiment les piliers de pouvoir. Et j'ai parlé des clans principaux, Abashubi, Abahanza, Abajiji, on peut y ajouter Abavumu, et tous les autres composantes des Banyamabanga, dont Abanyuka, Abatimbo, qui étaient vraiment les gardiens du tambour, Abanyange, correspondant à ce que au Rwanda on appelle Abiru, et ceux-là ont été vraiment progressivement exclus du pouvoir et sont devenus des Bahutu au sens ancien du terme. Et puis, l'autre exclusion, c'est au niveau du pouvoir exécutif, parce que là aussi, au niveau des Baganois, c'est-à-dire les princes qui gouvernaient, il y avait, je dirais, trois grandes catégories de princes. La première catégorie, c'était les princes de sang royal, c'est-à-dire la descendance du premier roi qui a institué la dynastie des Baganois, c'est-à-dire Ntare Rushatsi. Et parmi les princes de sang, il y a aussi deux catégories. Il y a les princes de sang régnants et les princes de sang, je dirais, de seconde zone, ceux qui ne sont plus régnants. Disons par fonction. Non, par fonction, ce sont les autres. Mais là, ils sont effectivement en fonction, mais ils sont appelés aussi Abaganois par la descendance. Parce que Ntare Rushatsi a, par exemple, eu plusieurs enfants, mais c'est seulement un qui va devenir Mwezi. Les autres s'appelleront Abatare. Mais quand on arrive au Ntare 2, ceux-là qui s'appelaient Abatare de Ntare 1 changent de nom. C'est ça le principe dans les dynasties ganois. Ils changent de nom, mais ils ne changent pas leur statut de prince de sang royal. Mais en Kirundi, on les appelle Abatahira. Ça veut dire ceux qui ne sont pas régnants. On peut leur donner des fonctions à la cour du roi, ou comme abattoir, tout ça, ou même parfois comme Abaganois, mais on les considère comme Abatahira. Parce qu'il y a les enfants de Ntare 2 qui vont s'appeler Abatare, sauf Mwezi qui va constituer sa descendance de Abezi, Mutaga Abataga, Mwambutsa Abambutsa. Mais ceux-là vont changer de nom après. Par exemple, Abataga, ils seront appelés Abarango. Ou Mutaga ou Murango, c'est synonyme. Et ils peuvent avoir un autre nom en fonction d'un des fils, par exemple, qui va aussi donner sa descendance. Abasine vient de Moussine, par exemple, etc. Donc, ça, c'est la première catégorie des Baganois. Abaganois de sang royal, Abaganois Mundaingoma et Abaganois Watahira. Et il y a enfin la troisième catégorie, qui est celle des Abaganois de fonction. C'est Abaganois Binghebe en Kirundi. Ça veut dire que ce sont ceux qui proviennent des différentes, moi je les appelle tribus au lieu de dire clans, des différents Miryango, des différentes tribus les plus importantes dans la formation du royaume. C'était principalement Abenengwe, Abanyakarama, Ababanda, Abashubi, Abajiji, Abahanza, pour ne parler que des clans fondateurs. Ce qu'on appelle Abanyaruguru, au début, c'était les trois clans que je viens de citer,
Et puis si on ajoutait Abanyagisaka et Abahondogo qui dirigeaient le Bugesera, Abanyagisaka avait le royaume du Bugesera, etc. Parce que tous ces Miliango, avant la formation du royaume du Burundi, avaient leur propre territoire, avaient leur propre royaume. Le royaume des Banyagisaka est connu, le royaume des Bahondogo qui est Bugesera est connu, il a été divisé en deux entre le Rwanda et le Burundi. Le royaume de Abanyenduga ou Abanyaruguru, le Nyaruguru est connu, c'est le territoire qui vient du Rwanda et qui a franchi la Kanyaru jusque par exemple Matongo, où il y avait la région du Bungwe, la région du Karama et la région du Nduga qui formaient à l'époque le grand Nyaruguru, où il y avait les trois grandes tribus. Et Abashubi, leur territoire est actuellement en Tanzanie. Abashubi, c'est connu, il est en Tanzanie. Abadjiji, c'est les territoires le long du lac Tanganyika, depuis Rumonge jusqu'à Ujiji, après Kigoma et tout ça, en descendant jusque leur frontière, c'était avec Abavinza qui sont en Tanzanie. Et Abaha sont connus, Abahinda, au niveau du sud, ils avaient leur royaume, etc. Donc c'était tous ces royaumes qui vont composer le Burundi que nous connaîtrons sous Ntarerugamba. Mais avant Ntarerugamba, ou avant Ntarerushatsi, c'était des royaumes répartis sur tout ce territoire. Même au Rwanda, on peut retrouver exactement la même configuration avec des royaumes. Et petit à petit, ils se sont mis ensemble, soit par guerre, soit par entente, et ils ont formé le Rwanda et le Burundi. Ce n'est pas l'histoire des Bahutu et des Batutsi, parce que ça n'existe pas, l'histoire des Bahutu et des Batutsi. C'est une histoire fabriquée. Si on demandait à ceux qui sont ce que j'appelle les Hutisans et les Tutisans, expliquez-nous quel est le dernier roi qui dirigeait les Bahutus quand les Batutsis sont venus. Vous ne pouvez pas trouver. Parce qu'il n'y a pas un roi de Bahutu, un roi des Batutsis, ça n'existe pas. Mais si vous me dites, le principal dirigeant des Bajiji, c'est qui? Je vais vous le dire. C'est Mitimigamba qui a aidé Ntarerushatsi a formé l'administration du royaume du Burundi. Mitimigamba, c'est connu dans l'histoire. Et c'est un Mujiji. On peut parler chez les Bashubi, d'un Soro. Le dernier roi actuel d'ailleurs des Bashubi de Tanzanie, parce que les Bashubi de Tanzanie maintenant c'est une ethnie, alors que chez nous c'est un Muryango, clan soi-disant, mais là-bas c'est une ethnie, tout comme les Banyabugufi ou Abahangaza, c'est la même chose. Ils ont leur roi, Nsoro Proté, il est connu, et il vit actuellement. Donc, quelque part, on nous a menti dans cette histoire-là pour nous fabriquer une histoire et pouvoir exclure certains de l'administration, ces gens-là qui étaient très importants dans l'histoire, dans la formation du peuple Murundi. Le colon va chasser tous les Baganois qu'il ne considérait pas comme Tutsi. Et pourquoi il ne les considérait pas comme Tutsi? C'est parce que pratiquement entre l'exclusion des Banyamabanga et l'exclusion des Baganois qui a commencé en 1927, des Baganois qui n'étaient pas étiquetés Hutu, Tutsi dans cet espace-là, il y a eu une enquête qui a déterminé qui est mon Hutu, qui est mon Tutsi. Et cette enquête-là, c'était le nombre de vaches. Si vous aviez, je ne me rappelle plus du chiffre, je crois que c'était 5 ou 10, je ne sais plus. Si vous en avez plus, vous étiez considéré comme Tutsi.
et si vous en aviez moins, vous étiez considéré comme Hutu. Ça veut dire que ces identités qui n'étaient pas figées à l'époque de nos rois vont devenir figées à l'époque du colon. Et c'est ça le drame des Barundi, de ne pas comprendre ce jeu du colon de diviser pour régner. Il a élaboré cette division de façon claire. Il y a des écrits qui sont là, notamment dans le livre de Hans Meyer, où cette politique-là est bien définie. Et en avançant jusque pratiquement en 1945, il n'y avait plus aucun Moganois d'origine dite Hutu, mais je dirais personnellement d'origine Mujiji, Muhanza, Mushubi, il n'y en avait plus. Les Banyuka qui étaient à la cour du roi ne remplissaient plus leur rôle, ils avaient été exclus. Et donc devenaient effectivement des sans-vaches, si je peux m'exprimer ici. Et c'est comme ça que, petit à petit, la conscience ethnique s'est installée dans les têtes de nos leaders. Jusqu'à ce que Jean-Paul Haroy déclare en 1956 ou 58, quand il y a eu les premières réclamations pour l'indépendance, que non, vous ne pouvez pas avoir l'indépendance parce qu'il y a un problème Hutu-Tutsi. Plus tard, Rwagasore, quand il a commencé à militer, il leur dit, mais vous dites qu'il y a un problème Hutu-Tutsi. Mais vous oubliez que c'est vous qui l'avez créé. Que vous avez créé des écoles pour les Tutsis et pas pour les Bahutus. Que vous avez sélectionné et chassé les leaders ou les dirigeants dites d'origine Hutu. C'est vous qui l'avez créé, ce n'est pas ni le roi ni les princes qui l'ont créé. Et c'est ça qui va quelque part atténuer l'impact de ce problème-là dans la lutte pour l'indépendance au Burundi. L'autre chose qui va atténuer ce clivage dit ethnique qui est très fort aujourd'hui, c'est que Jean-Paul Haroy s'est rendu compte qu'il pouvait exploiter la division entre les Baganois. Les Baganois de sang royal, c'est-à-dire Abatale, Abézi et tous ceux qui leur étaient proches. Et c'est ainsi que l'opposition, dit Front commun, l'un des partis était un parti dirigé par des Baganois. C'était le plus important d'ailleurs. Et l'autre parti, c'était le PP qui voulait parler comme le Palipehutu, Parmehutu du Rwanda, sur la cause dite Hutu, mais qui n'avait pas encore d'importance au niveau. Ce qui fait qu'au Burundi, ceux qui étaient pour l'indépendance, il y avait ensemble des Bahutu, des Batutsi, des Batwa, des Bahima, tout le monde. Des Baswahili, tout le monde. Vraiment, le prince de Rwagasore ne faisait pas de distinction. Et au niveau du Front commun, vous allez voir aussi des Bahutu, des Batutsi, des Baganois. C'est ça qui a atténué pendant un laps de temps malheureusement court, parce que le colon a toujours été vigilant. Il a tué l'idéologue de cette ligne, qui était Rwagasore. Et puis, il va y aussi avoir la mort de son lieutenant, je dirais, c'était Pierre Ngenandoumwe, qui, pour moi, était l'un des rares à avoir compris la ligne politique, la ligne idéologique du prince de Rwagasore. Ces deux leaders partis, tout ça a été mis sur le compte de la guerre entre les Bahutu et les Batutsi. On ne s'est pas rendu compte que c'était en fait le colon qui voulait continuer la politique de divider et impera, et nos leaders de ce moment-là n'ont pas saisi ça et sont allés dans Casablanca, Moronvia. Aujourd'hui, nous vivons Casablanca et Moronvia. Il faut que les intellectuels auxquels nous nous adressons le comprennent. Nous vivons Casablanca, Moronvia. On n'a pas changé.
toutes les républiques qui se sont succédées jusqu'à aujourd'hui n'ont pas pu résoudre correctement ce problème, et je vais dire pourquoi. Nous n'avons pas tenu compte du fait que le colon a créé deux niveaux de complexe. Notre problème est beaucoup plus psychologique que ethnique, ou tout ce que vous voulez, parce que ethnique c'est une création. Mais le psychologique qui s'est accumulé depuis toutes ces années-là fait que nous sommes fermés à la tolérance, fermés surtout à la compréhension du problème. Nous sommes paresseux de rechercher la cause réelle de notre problème. Psychologique comment? Dans les enseignements du colon, il vous dit, vous êtes d'une race supérieure, vous êtes comme les blancs, etc. Et l'élite, dite aussi de cette époque-là, le prend et le propage aussi, etc. Et d'autant plus que le blanc, dans les fonctions, leur donne de l'importance. Le complexe de supériorité raciale est là. Et du côté des Bahutu, on leur dit, non, vous êtes inférieurs, vous êtes des Noirs, les Noirs n'ont rien inventé, n'ont rien fait, vous ne laissez pas vous les piliers de cette civilisation que nous connaissons, et donc ils ont grandi avec ce complexe d'infériorité raciale, d'autant plus qu'on les a exclus de toutes les fonctions importantes de cette époque-là. Mais l'Européen, étant vraiment malin dans la division, à l'arrivée des luttes pour l'indépendance dans les années 50, c'est là où il commence à faire les études démographiques et qu'il constate et qu'il met en place les chiffres que nous connaissons. 85, 15 ou 14 et 1. Les Bahutus, les Batwa et les Batutsi sont X nombre. Qu'est-ce que ça va créer lorsque Jean-Paul Haroy parle du problème Abahutu-Abatutsi? Ça va créer un complexe de supériorité vis-à-vis de l'élite Hutu. Dit, vous nous mettez dans un complexe de supériorité, mais nous sommes les plus nombreux, donc si demain on doit aller dans les élections, nous serons les vrais gagnants. Et ça a été bien élaboré par et Jean-Paul Haroy, et Albert Moss, et Monseigneur Perrodin au Rwanda. Et ça va prendre au Rwanda très rapidement. Le complexe de supériorité numérique va être le cheval de bataille dans la lutte pour le pouvoir. De l'autre côté, les Batutsi, que ce soit au Rwanda et au Burundi, se sentent inférieurs numériquement. Et on le leur fait comprendre. Et s'il y a les élections, vous êtes exclus, vous allez même partir d'où vous êtes venus, puisque le blanc a dit, oui, vous êtes venus là, on le prend comme la Bible. Et on arrive à un moment, justement, où quand il y a des luttes pour le pouvoir, ces luttes-là se passent à ce niveau des complexes psychologiques. Et ça, c'est très grave. C'est très grave parce qu'il ne peut pas y avoir une réelle réconciliation tant que nous avons affaire à des personnes complexées. Nous allons aussi à un autre niveau de complexe, qui rend d'ailleurs paresseux nos intellectuels. C'est le complexe d'infériorité vis-à-vis du colon. Ce que le colon dit, c'est la Bible. Il dit vrai. Muzungu haseme hongo. C'est grave ça. C'est vraiment grave parce que ça empêche aux gens de réfléchir, d'utiliser leur propre pensée, de voir qu'en fait,
Ce que le blanc nous a mis sur papier, c'est complètement faux. C'est fait dans une optique essentiellement de division, et nous l'acceptons comme ça. Alors ces trois niveaux de complexe font que le problème dit ethnique au Burundi, sans ethnie, malheureusement, est difficile à résoudre. Difficile à résoudre parce que les uns et les autres, dans leur complexe, ne veulent pas quitter cette situation. Continuer à s'appeler ethnie, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas des ethnies, c'est de la paresse intellectuelle, mais c'est lié à ces complexes-là. Les uns ne veulent pas quitter leur supériorité raciale, les autres ne veulent pas quitter leur supériorité démographique. C'est grave et les gens ne se rendent pas compte de ça. Tant qu'il y a les élections, c'est nous qui gagnons, donc on ne peut pas quitter ce problème-là. Mais ils ne se rendent pas compte que, aujourd'hui par exemple, entre le CNDD-FDD et le CNL, qui ont la même idéologie, qui est majoritaire, qui est minoritaire? Qui est majoritaire, qui est minoritaire? Politiquement parlant. Celui qui gagne les élections, si c'est le CNDD-FDD, c'est lui le majoritaire. Le CNL, s'il n'a pas gagné les élections, et je suis désolé, il est minoritaire politiquement. Donc, cette illusion de majorité, de minorité, créée justement par tout ce parcours du colon chez nous, mais malheureusement, les complexes qui sont venus avec, font que, pour moi, parler de réconciliation, parler d'unité nationale, sans approfondir le problème le plus important qui est l'aliénation identitaire, nous sommes ce que le blanc a créé, mais nous ne sommes pas ce que nos ancêtres ont construit. Nos ancêtres ont construit le Burundi sur base des Miryango. En Kirundi, je vais le dire, umwami akubaza umuryango ntakubaza icyo warayuriye, parce que umuryango c'est l'identité principale. Après l'identité Murundi, c'est le muryango dans ce temps-là. Icyo warayuriye, c'est ton niveau socio-économique. Et ça n'a pas d'importance à l'époque. Mais aujourd'hui, la race Hutu, la race Tutsi, la race Twa sont devenus beaucoup plus importants, alors que ça a été construit pour nous diviser. Et j'invite vraiment les intellectuels, s'ils veulent sortir de ce problème, qu'ils se disent que nous sommes malades. Nous sommes décomplexés. Malheureusement, s'y est ajouté aussi les meurtres, le génocide, et c'est encore un frein dans la résolution de nos problèmes, mais il est important que nous puissions nous réconcilier d'abord avec notre identité de Murundi, avec ce que nous connaissons de l'histoire, de la culture, de la spiritualité, de la philosophie. Quand je parle d'Imigani au Burundi, nous avons tous les mêmes Migani, nous avons tous les mêmes... On ne devrait pas avoir de problème de s'entendre parce que nous parlons la même langue, nous avons les mêmes références au niveau des valeurs, nous avions la même spiritualité. Imana, ce n'est pas une imposition du colon, c'était ce que nos ancêtres nous ont légué, etc. Donc nous avons beaucoup en commun. Il suffit de nous réconcilier avec notre identité de Murundi pour que réellement cette unité nationale qui est là en fait, puisqu'on se retrouve sur Undu Murundi, pour que cette unité nationale soit effective. Elle ne peut pas être effective si nous continuons à considérer que nous voulons la réconciliation entre les Bahutu et les Batutsi, l'unité nationale entre les Bahutu et les Batutsi, et moi je dis non. C'est vraiment vouloir mettre ensemble des identités créées pour qu'elles restent
parallèles et ne se croisent jamais. C'est ça l'erreur, je pense, qui a été faite dans toute cette construction et que j'aimerais que ceux qui m'entendent le comprennent et que nous guérissions de cette aliénation identitaire. Merci. Dans ce même cadre, le parti aujourd'hui, surtout le président du Sénat, qui a annoncé lundi qu'ils sont en train de mener des enquêtes au sein de la population pour savoir si c'est nécessaire aujourd'hui de maintenir les quotas ethniques ou pas. Est-ce que vous pensez que c'est de la bonne foi pour que justement on supprime définitivement ces histoires d'ethnie qui ne sont pas des ethnies comme telles? Encore une fois, je vais parler de l'histoire et que les gens ne soient pas paresseux et qu'ils vérifient au niveau de l'histoire. Je vais parler de la Deuxième République pour vous répondre bien sur cette question. Au niveau de la Deuxième République, les discours du président Bagaza, des leaders de cette époque-là, sur la question de l'unité ou des problèmes ethniques, étaient non, il n'y a pas de problème ethnique. Nous sommes tous des Barundi, nous voulons aller vers le développement. Et effectivement, le président Bagaza a mis en place une politique économique saluée par tout le monde. Mais dans les faits, au niveau de la politique, est-ce qu'il n'y avait pas de l'exclusion? Si vous regardez les gouvernements ou la composition de l'armée, les gens le disent souvent, qu'est-ce que c'était? Quand vous voyez que le gouvernement du président Bagaza, non seulement sur le plan ethnique, mais aussi sur le plan régional, il y avait un énorme déséquilibre, mais que le discours c'était oui, nous sommes tous des Barundi, etc. C'est de la démagogie politique. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils reproduisent exactement la même chose. Et les raisons que même ils ne s'en rendent pas compte, c'est le complexe dont je vous ai parlé. Les uns complexés, infériorité raciale, les autres complexés, infériorité numérique, nous devons nous protéger, etc. Ça amène ce genre de discours démagogique. Mais dans les faits, c'est complètement faux. Et donc quand j'entends ce genre de discours, que ce soit le discours du président, le discours du président du Sénat, je dis c'est de la pure démagogie. Parce que, en même temps, les enseignements qui circulent, même et surtout au niveau de la jeunesse, c'est des enseignements pour dire ceux qui sont mauvais, depuis Murunziza jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont mauvais, c'est les Wahima, c'est les Batutsi, c'est ça les discours. Et comment peut-on croire qu'on va tout d'un coup éliminer l'orientation de l'accord d'Arusha alors qu'il n'y a pas eu vraiment de réconciliation? Et ce que le président du Sénat omet de dire, ou peut-être qu'il ne le sait pas, parce qu'ils ne se sont pas préoccupés du programme de l'accord d'Arusha. Pour le programme de l'accord d'Arusha, il était effectivement dit qu'au bout d'un certain temps, ces quotas allaient être levés. Mais il y avait des conditions. Et quelles étaient ces conditions? La réconciliation nationale, qui est dans le protocole 1, la révision de l'histoire, réécrire l'histoire, c'est écrit dans l'accord d'Arusha, réécrire l'histoire, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, nous avons été déviés de notre histoire en nous imposant une autre histoire qui est celle des ethnies. Et c'est au bout d'un certain temps que les autorités allaient voir si réellement cette question d'ethnie était définitivement partie dans les discours
dans l'enseignement au niveau des écoles, dans l'enseignement ou l'éducation politique, que ça n'avait plus lieu d'être. C'est à cette condition que ces quotas allaient être levés. C'était un programme de l'accord d'Arusha. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, parce que les enseignements ethniques sont toujours là, les pratiques ethnico-politiques d'exclusion sont toujours là, on voit des rapports régulièrement, et ça ressemble exactement à ce qui se passait au niveau de la deuxième République. Donc, les dirigeants du Burundi ne savent pas, ou ne veulent même pas savoir, ce que la colonisation nous a fait de très mal. Il nous a mis dans une maladie qu'on appelle l'aliénation identitaire. Nous ne sommes plus nous-mêmes, nous sommes bourrés de complexes, et nous ne voulons pas guérir de ces complexes-là. Voilà ce que je peux dire sur cet aspect-là. C'est de la pure démagogie qui ne changera pas dans la politique d'exclusion sur base ethnique qui est pratiquée depuis pratiquement 1966. Oui, vraiment, qu'est-ce qu'il faut craindre si une fois on arrive à ces quotas ethniques? Ce qu'il faut craindre, c'est que nous allons nous retrouver au Burundi dans la situation du régime de Kayibanda au Rwanda, du régime de Habyarimana au Rwanda. C'est vers là où nous allons au Burundi, et c'est probablement parce que justement l'Européen colon a orienté la politique dans cette région, la région des Grands Lacs, dans ce sens-là. D'autant plus que au nord et au sud Kivu, où nous trouvons des populations mélangées, Abarundi, Abanyarwanda, cette orientation est à l'œuvre, malheureusement, pour diviser les gens d'un même pays, d'une même région. Et si les dirigeants, justement, ne sont pas dans l'optique de chercher la paix, ça va encore entraîner des guerres, des massacres, des génocides à n'en plus finir. Il serait temps que les dirigeants de ces pays de la région des Grands Lacs, de la East African Community, comprennent correctement ce problème-là et y trouvent les solutions adéquates. Yeah.